Alors ici, on va aller se pencher un petit peu plus sur le fonctionnement de la mémoire vive. Puis désolé, j'ai vraiment des vieilles images. C'est une vieille version de Windows, mais au moins pour la démonstration, on va comprendre tout de même. Vous savez, quand on dit on fait du multitâche, on peut le dire pour quelqu'un qui travaille sur plusieurs choses en même temps, ben Windows, c'est la même chose. Donc, on peut, justement, ici, on va apprendre ça un peu plus tard, la barre des tâches, c'est-à-dire que je peux ouvrir Word, Excel en même temps, Access. Donc, c'est plusieurs tâches que je demande à mon système d'exploitation d'ouvrir. Donc, il est capable de les traiter tous ensemble. Mais si on est limité en mémoire vive, il se peut qu'on ne puisse pas ouvrir plusieurs logiciels ou tant de logiciels que ça en même temps. Donc, multitâche, j'ouvre plusieurs tâches. Les logiciels comme Word, Excel, etc., tous les logiciels installés physiquement sur votre disque dur qu'on voit ici. Donc, ils ont des fichiers installés sur le disque dur, mais comme je vous disais, le disque dur qu'on voit en ce moment, c'est un disque dur mécanique. On en reparlera un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a comme un bras qui va lire les fichiers directement sur l'espèce de disque rond qu'on voit en ce moment. Ça, c'est plus lent que les nouveaux disques durs qu'on parlera plus tard. Alors, je démarre, mettons, Photoshop qu'on voit ici. Photoshop est chargé, certains fichiers sont chargés en mémoire pour accélérer l'exploitation de ces fichiers-là. Et admettons, je fais du Photoshop, à chaque fois que je vais traiter une image, ben, je fais une action qui demande au système d'exploitation de faire quelque chose. Donc, ça s'en va justement au le processeur qui lui, ok, bon, tu es dans Word, tu me demandes d'imprimer par exemple. Ah, imprimer, il faut que j'aille chercher le périphérique imprimante qui est connecté à tel endroit. Donc, voyez-vous, les instructions passent toujours par le processeur. C'est lui qui est sollicité. C'est comme un cœur qui traite des informations, qui va pomper le sang dans les veines. Ben, en gros, le processeur, lui, les instructions, il fait passer dans ce qu'on appelle des bus. Les bus, c'est qu'est-ce qui relie la carte mère à certains périphériques, comme je veux faire jouer du son parce que, admettons, j'utilise un logiciel d'édition vidéo, donc je fais un montage vidéo. Ben, je veux faire lire. Alors, voyez-vous la petite ligne que je viens de tracer là? Ça, c'est comme un bus qui relie le processeur, qui lui va donner l'instruction au périphérique carte audio, qu'on voit ici, de faire jouer le son dans les haut-parleurs. Même chose pour la carte graphique. Je fais du Photoshop encore une fois. Ben, quand je fais du Photoshop, je travaille sur des instructions graphiques. Donc, graphique, on va chercher la carte graphique spéciale haut de gamme et va s'afficher dans l'écran. Donc, toujours le processeur qui donne l'ordre de véhiculer ces instructions-là via les bus. Voici en gros pour la mémoire vive. Maintenant, on va parler des disques durs qui existent sur le marché. Donc, vous avez le bon vieux mécanique, donc le disque dur mécanique, ou le SSD qui est plus cher. Donc, mécanique de base est moins cher. Ben, si on peut en avoir un interne qui possède Windows ou un externe comme celui-là qui se trouve être une grosse clé USB. Donc, qui permet de stocker des fichiers, qui permet de stocker le système d'exploitation si c'est un disque dur interne. Et quand vous installez des logiciels, ils sont enregistrés dans ce disque dur-là. Donc, en gros, ici, voyez-vous, ce disque dur-là, il est plus lent. Donc, quand on vous disait tantôt que les programmes sont chargés en mémoire pour être exploités plus rapidement, notez que ici, si je travaille sur des fichiers, ça sera un peu plus lent. Puis quand, par exemple, quand vous démarrez Windows, puis vous avez un disque dur mécanique, ça prend toujours beaucoup plus de temps ouvrir l'ordinateur que si vous aviez un disque dur SSD, et voici pourquoi. Donc ici, imaginons un vieux tourne-disque. Vous avez des surfaces miroitées avec, comme on dit ici, recouvertes de substances magnétiques qui gardent l'information. C'est fixé à un moteur ici. Donc ça tourne vraiment très rapidement. Donc on dit à des milliers de tours par minute. Et vous avez un bras ici, un bras de lecture. Donc si je demande de charger Word, admettons, en mémoire, ben, le disque dur va aller avec son bras aller chercher la partie où Word était, pardon, où Word est installé, oui, effectivement, et le charge en mémoire.
Tandis qu'un disque dur SSD, si vous remarquez, vous avez des petites puces électroniques. Donc, tout est électronique là-dedans. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est plus rapidement. Il n'y a plus de mouvement, de recherche d'informations grâce à une espèce de bras ici. Donc, Solid State Drive qu'on appelle ça. Et vous avez ici en bas une espèce de lien pour aller avoir plus d'informations là-dessus. Mais je vous dis tout de suite que les gens qui aiment beaucoup les jeux vidéo, ça prend absolument un disque dur SSD pour que le jeu vidéo qui sollicite beaucoup de mémoire soit chargé rapidement, des exécutions très rapides. Voilà. Donc c'est important ici, on parle de disque dur, mais on est dans la section où on parle des unités informatiques. Donc c'est important de connaître ces unités-là parce que des fois on veut savoir est-ce qu'il me reste la place sur ma clé USB, donc, qui est un autre support de stockage d'informations. C'est quoi un meg, c'est quoi un kilooctet, etc. Donc dites-vous que dans les unités informatiques, l'unité la plus petite, vous voyez, des fois, dans certains films ou certaines images, on voit beaucoup de 1 et de 0. On appelle ça des bits. Donc, les bits, c'est comme 1 veut dire il y a du courant, 0, il n'y a pas de courant. Donc, voyez-vous, c'est très archaïque comme langage, c'est très difficile à comprendre. Mais ça, c'est pour coder des informations. Donc, normalement, un bit, c'est tellement petit qu'on n'en parle presque pas. Donc, ici, on va plutôt parler d'octets. Donc, les octets, ça contient 8 bits d'information. Et ça, par exemple, avec des octets, on serait capable de programmer un caractère. Donc, imaginez, un caractère, la lettre M, on parle d'une taille en octets. Les kilooctets, voyez-vous, là, on va sauter tout le temps de multiples de 1024. Donc, un kilooctet, c'est 1024 octets. Donc, voyez-vous, KO. K qui veut dire 1000 normalement, c'est à peu près 1000, mais la réalité c'est 1024. Donc c'est pour ça que j'écris ici environ fois 1000. Donc simplifions. 1000 kilos, on pourrait dire que c'est 1000 octets, pardon, c'est 1 kilooctet. Pour représenter ça, je suis allé chercher une vieille illustration d'une disquette qu'on n'utilise vraiment plus aujourd'hui. Après cette forme de disquette-là, qui ressemblait à une clé USB finalement, mais avec vraiment peu d'informations, est arrivé une autre type de disquette ici, 3 pouces et demi, donc ça c'était la 5 écarts, 3 pouces et demi, et là hey, c'était une révolution, on pouvait stocker 1,44 MB. Donc 1,44 MB, si je regarde c'est quoi un meg? Un meg c'est 1024 kilooctets. Donc voyez-vous le chiffre que ça donne en octets ici, c'est fou. Par la suite, juste pour comprendre, c'est quoi des gigs? Donc des gigs, 1 gig c'est 1024 MB. Si je regarde ça, les clés USB d'aujourd'hui, c'est du 8 GB ou 16 GB à peu près. Les disques durs mécaniques qu'on retrouve sur le marché, on peut parler de gigs aussi. Donc c'est par exemple un disque dur de 500 GB. Il y a de plus en plus des téraoctets, qui est le prochain téraoctet. Je peux avoir un disque dur facilement 1 ou 2 téraoctets. Donc voyez-vous, c'est quoi des téraoctets? Un téraoctet est égal à 1024 GB. Donc c'est quand même beaucoup de place. Le reste, pour nous, simples utilisateurs, on n'est pas rendu là. Mais pour des grosses compagnies qui stockent des données comme YouTube, ben voyez-vous, il y a d'autres termes. Donc c'est tout le temps 1024 fois plus grand. Donc le pétaoctet, le hexaoctet, le zetaoctet, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plus à ce niveau-ci. Donc kilo, méga, giga, téra, qui est toujours 1024 fois plus grand que l'unité précédente. Justement, si on y va plus simplement ici, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas en octets, parce que si je parle d'un fichier Word puis je dis c'est 1 milliard d'octets, c'est un peu compliqué à dire. Donc c'est pour ça qu'il existe aussi dans les unités, quand on parle de distance, on va parler de millimètres, centimètres, donc centimètre 100 fois plus qu'un, donc centimètre, décimètre, mètre, etc. Ça, c'est la façon de simplifier les unités de calcul en informatique. Donc, on mesure des données en octets. Et une façon rapide qu'on a appris à l'école, là, je disais tantôt, c'est 1024 fois plus grand ou plus petit. Mais si on veut faire ça approximatif, vous avez un fichier, admettons que Windows vous informe que vous avez 1 milliard d'octets.
Qu'est-ce que ça fait en kilo-octets? Ben, imaginez que j'ai mon point décimal ici. Donc le truc, c'était de tasser de 3 zéros comme dans 1000. Donc 1 milliard d'octets égale à 1 million de kilo-octets. Donc si je divise par 1000 rapidement encore, je veux savoir qu'est-ce que ça donne en meg. Donc 1 million de kilo-octets. Imaginons que j'ai mon point décimal ici. Quand je divise, je recule d'un groupe de 3 zéros pour dire divisé par 1000. Donc ça fait 1000 MB, ainsi de suite. Et là, 1000 MB divisé par 1000, ça donne 1 G. Donc dans ce cas-ci, on peut dire qu'approximativement, 1 G égale 1000 MB. 1000 MB, c'est 1 million d'octets, pardon, 1 million de kilo-octets. Et tout ça en octets veut dire 1 milliard. Mais en fin de compte, comme je vous dis, il faut penser à 1024 si on va être précis. Si on veut faire un calcul simple, ben, allons-y par 1000, c'est plus facile.